Un patient, malgré son refus catégorique des sources traditionnelles de sucre, comme les bonbons, les pâtisseries et le thé sucré, voyait son taux de glucose sanguin augmenter sans cesse. Ces indicateurs continuaient de se dégrader, provoquant une profonde perplexité et du désespoir. Lors d'une visite, il s'est adressé au docteur, exprimant sa totale confusion. « Je ne comprends pas ce qui se passe. Je fais tout correctement, mais mon sucre continue de monter. » Après avoir examiné attentivement le journal alimentaire du patient, le spécialiste est arrivé à une conclusion importante. Le problème ne venait pas des sucreries évidentes, mais de produits qui, apparemment sans sucre, pouvaient pourtant provoquer une hausse de la glycémie plus intense que le sucre raffiné lui-même. Aujourd'hui, le docteur a l'intention de révéler des informations sur 5 de ces produits. Les lecteurs seront surpris, car certains d'entre eux sont traditionnellement considérés comme sains. Mais en réalité, ils peuvent recéler une menace cachée, surtout pour les personnes de plus de 50 ans. Et surtout, il montrera comment remplacer facilement ces produits pour atteindre un taux de sucre stable, sans avoir à suivre de régime strict, à renoncer à leur plat préféré ou à recourir à des traitements médicamenteux. Le docteur Alexei Pavlovitch, un médecin généraliste respecté de 78 ans, avec plus d'un demi-siècle d'expérience médicale, a consacré plus de 35 ans de sa carrière à l'étude approfondie et au traitement du diabète. Au fil des décennies, il est parvenu à une compréhension fondamentale. Le diabète n'est pas seulement une maladie liée au taux de sucre. C'est une condition indissociablement liée au mode de vie d'une personne, à ses habitudes quotidiennes et surtout à ce qui se trouve chaque jour dans son assiette. Aujourd'hui, il est prêt à partager avec le public sa vaste expérience personnelle et ses précieux conseils pratiques. Chacun des points qu'il présente est le résultat non pas de théories spéculatives, mais d'observations minutieuses et pluriannuelles sur de vrais patients confrontés à cette maladie. Si les lecteurs ne cherchent pas des avertissements effrayants, mais une voie équilibrée et honnête pour gérer leur santé, alors ce matériel leur est sans aucun doute destiné. Sont-ils prêts à plonger dans ces connaissances? Alors, comme il le dit, c'est parti. Le premier produit dont le docteur Alexei Pavlovitch juge nécessaire de parler est la citrouille cuite au four. Oui, cela peut sembler inattendu, car lui-même l'a classée auparavant parmi les aliments exclusivement bénéfiques, riches en vitamines et en fibres. Qu'est-ce qui pourrait bien cacher un danger? De nombreux patients, comme lui, expriment leur perplexité, affirmant « La citrouille est saine, je la mange à la place d'une pâtisserie ». Cependant, en pratique, une telle approche entraîne souvent de sérieuses difficultés. Lors de la cuisson, surtout au four, l'amidon contenu dans la citrouille se transforme en sucre simple facilement assimilable. Et cela change radicalement la donne. L'indice glycémique de la citrouille rôtie peut atteindre 95. À titre de comparaison, celui du sucre de table est d'environ 65. Ainsi, la citrouille rôtie peut provoquer une augmentation plus rapide et plus significative du taux de glucose sanguin que le sucre pur. Et si elle est consommée à jeun, ce qui arrive souvent, le résultat est prévisible. Un pic glycémique rapide, une surcharge excessive du pancréas et une sensation de fatigue soudaine. Le docteur se souvient d'un cas avec l'un de ses patients, Andrei Nikolaïevitch, 63 ans, qui, ayant renoncé aux gâteaux et aux bonbons, s'était pris de passion pour la citrouille rôtie à la cannelle parfumée. Il était convaincu que c'était son dessert sain. Néanmoins, son taux de glucose sanguin dépassait invariablement les 210 mg/dl. Pour clarifier la situation, le docteur et son équipe ont décidé de mener une petite expérience. Après un dîner stable, le patient a consommé une portion de citrouille rôtie. Seulement 40 minutes plus tard, son taux de sucre a atteint 247 mg/dl. Andrei Nikolaïevitch n'a pu que prononcer « Je pensais que je mangeais correctement. C'est là, apparemment, que se cache la menace insidieuse. Nous ne ressentons pas de douceur évidente, mais le corps reçoit une dose significative de sucre et réagit en conséquence comme s'il s'agissait de sucre pur.
Cependant, il n'est pas nécessaire d'exclure complètement la citrouille de l'alimentation. Le docteur souligne qu'en soi, c'est un aliment précieux. La clé réside dans sa méthode de cuisson et le moment de sa consommation. Son conseil est simple. Il faut consommer uniquement de la citrouille bouillie, non rôtie. La portion ne doit pas dépasser 100 grammes par repas, soit environ un tiers d'un petit légume racine. Il est important de la consommer exclusivement après un repas complet, en évitant de la manger à jeun. Et pas tous les jours, 2 à 3 fois par semaine suffiront amplement. Le processus d'ébullition contribue à la dégradation partielle de l'amidon et ralentit considérablement sa transformation en glucose. Cette méthode de cuisson réduit la charge glycémique de près de moitié. Dans ce cas, la citrouille cesse d'être une menace et se transforme en une source contrôlée de nutriments. D'ailleurs, aux personnes ayant un estomac sensible, le docteur conseille de cuire la citrouille jusqu'à ce qu'elle soit complètement ramollie. L'idéal serait de l'écraser légèrement en ajoutant un peu d'huile d'olive et une pincée de curcuma. Ainsi, les lecteurs n'auront pas un pic de sucre brutal, mais une saturation progressive de l'organisme en fibres précieuses et en carotène. Et un autre détail important, il ne faut pas combiner la citrouille avec des fruits. La citrouille rôtie associée par exemple à une poire ou une mandarine dans un même repas, c'est déjà une véritable bombe à glucose. Le taux de sucre dans de tels cas augmente rapidement, ce qui entraîne souvent des maux de tête, une léthargie générale et des palpitations. Il faut faire preuve d'une attention particulière. Parfois, le problème ne réside pas dans une consommation excessive de sucreries, mais dans la consommation d'aliments sains, mais sous une forme inappropriée ou à un moment inopportun. Il est important de se souvenir, même le produit le plus sain peut devenir nocif si l'on ne comprend pas les mécanismes de son interaction avec l'organisme. La citrouille n'est pas l'ennemi, mais frite, rôtie ou consommée en excès, elle cesse d'être un allié. Qu'elle reste sur la table, mais sous la bonne forme et en tenant compte des besoins individuels de l'organisme. C'est précisément cela, l'approche raisonnable de l'alimentation en cas de diabète, sans fanatisme excessif, mais avec une profonde compréhension des processus. Le deuxième aspect que le docteur Alexei Pavlovitch identifie comme potentiellement dangereux n'est pas un produit spécifique, mais plutôt une habitude insidieuse mais très répandue, le mauvais ordre de consommation des aliments. À première vue, cela peut sembler insignifiant, mais en réalité, c'est l'un des facteurs les plus puissants provoquant de fortes fluctuations du taux de glucose sanguin, surtout chez les personnes diagnostiquées avec le diabète ou le prédiabète. Le docteur propose de réfléchir à une question simple. Par quoi commence habituellement le déjeuner? Beaucoup répondront par la soupe, le porridge, les pommes de terre, les pâtes, et certains même par le pain. Et c'est précisément cet ordre qui, selon lui, a un effet dévastateur sur le fonctionnement du pancréas. Comprenons les raisons physiologiques de ce phénomène. Lorsque l'on commence un repas par des glucides, par exemple du riz ou des pommes de terre, le glucose passe presque instantanément dans la circulation sanguine. Si l'estomac est vide, le processus d'absorption se produit à grande vitesse. Le pancréas reçoit immédiatement un signal, libérer de l'insuline d'urgence. Cependant, avec l'âge, la sensibilité du corps à l'insuline diminue. Il en résulte un pic de sucre brutal, entraînant une surcharge vasculaire, une sensation de fatigue et une irritabilité accrue. Avec le temps, cela peut conduire au développement d'une résistance à l'insuline et finalement au diabète. Le docteur a observé des dizaines de cas similaires. L'un des plus mémorables est l'histoire de Valérie Andreïevitch, 70 ans. Il surveillait attentivement son alimentation, refusait les sucreries, consommait des produits apparemment corrects, mais son taux de sucre dans le sang restait instable, surtout après les repas. Le docteur et le patient ont analysé en détail son régime alimentaire. Il s'est avéré que Valérie Andreïevitch commençait toujours son repas par le plat d'accompagnement, sarrasin, pommes de terre, pain, et consommait les protéines et les légumes à la toute fin, comme un complément. Le docteur a proposé de ne changer qu'un seul aspect, l'ordre des repas,
D'abord la salade, même en petite quantité, puis la viande ou le poisson, et seulement après cela, les céréales. 2 semaines plus tard, Valérie Andreïevitch est venue à la consultation, rayonnant de joie, un carnet à la main. Mon sucre après le repas n'a pas dépassé 130 pour la première fois en 2 ans, a-t-il rapporté. Ce n'est pas de la magie, mais de la pure physiologie. Lorsque l'on commence un repas par des légumes, les fibres qu'ils contiennent forment une fine pellicule douce sur les parois intestinales. Cette pellicule ralentit l'absorption des glucides. Si des protéines suivent, elles favorisent la production d'insuline et assurent une sensation de satiété durable. Et seulement après cela, en moindre volume, les glucides sont ingérés, sans provoquer de pic brusque. Voici la formule simple mais efficace que propose le docteur. 1. D'abord les légumes, de préférence crus ou étuvés. 2. Ensuite les protéines, viande, poisson, œufs, légumineuses. 3. Et seulement après cela, les glucides, céréales, pommes de terre, pain. D'ailleurs, des études menées à l'université d'Osaka ont confirmé qu'un tel ordre de repas réduit le taux de sucre 30 minutes après le repas de 35%, sans modifier les aliments ni leur quantité. Le docteur conseille cette approche à tous ses patients, surtout ceux qui prennent déjà des médicaments, mais ne ressentent pas d'amélioration significative. Ils essaient et expriment une surprise sincère. Je mange la même nourriture, mais mon sucre s'est stabilisé. Comment est-ce possible? Et la réponse est simple. Nous avons l'habitude de penser que seules les calories ou la justesse des produits sont importantes, mais il est crucial de savoir quand et dans quel ordre vous les consommez. Et un autre conseil, il ne faut pas avoir peur des légumes au petit déjeuner. Même 3 feuilles de salade avant le porridge peuvent influencer considérablement le taux de sucre ou une petite portion d'épinards étuvés. Cela peut sembler inhabituel, mais cela fonctionne vraiment. Par conséquent, si vous cherchez à réduire votre dose de médicaments ou simplement à améliorer votre bien-être, commencez par de petits pas. Changez l'ordre de vos repas. Cela ne demande aucun coût financier, mais le résultat peut être colossal. Les fruits représentent le 3e piège dont le docteur met en garde. Depuis l'enfance, nous entendons que les fruits sont sains, qu'ils sont une source de vitamines. Cependant, pour une personne diabétique, cela peut se transformer en un double piège. Les fruits contiennent du fructose qui, bien qu'assimilé plus lentement que le glucose, augmente tout de même le taux de sucre dans le sang, surtout s'ils sont consommés en grande quantité et à jeun. L'une des patientes du docteur, Tatiana Sergeyevna, 72 ans, prenait quotidiennement du melon comme collation. « C'est presque de l'eau », disait-elle. Mais un jour, son taux de sucre après une telle collation a atteint 228 mg DL. Le docteur a mené une expérience comparant l'influence du melon, de la banane et de la framboise sur le taux de glucose. Les résultats furent étonnants. La banane a fait monter le sucre de 75 points, le melon de 65 et la framboise de seulement 15. Depuis lors, Tatiana Sergeyevna est passée au bait, framboise, myrtille, érelle, en consommant pas plus d'une poignée à la fois et exclusivement après le repas principal, et non à jeun. Le conseil du docteur, il ne faut pas renoncer complètement aux fruits, mais les considérer comme un médicament, c'est-à-dire les doser. Les fruits ne sont pas l'ennemi, mais un excès de fructose est, en substance, du sucre. Modération et conscience sont les principes clés. Que mangez-vous en premier le matin? Du pain, du porridge, des fruits? Si votre réponse est oui, vous ne donnez à votre corps aucune chance de maintenir un taux de sucre normal. Ce n'est pas une exagération. Pendant la nuit, le corps utilise ses réserves de glucose et le matin, il devient particulièrement sensible aux aliments ingérés. Si la première chose que vous lui donnez sont des glucides, que ce soit une banane, un sandwich ou du porridge au miel, le taux de sucre monte en flèche. Le pancréas, en panique, libère de l'insuline. Et 2 heures plus tard, la personne ressent de la fatigue, des tremblements dans les mains et de l'anxiété. C'est ainsi que fonctionne le balancier hormonal. Le docteur l'a vu des centaines de fois.
L'un de ses patients, Mikhail Nikolaïevitch, 66 ans, aimait commencer sa matinée avec des mueslis, du lait et une petite quantité de bananes. Cela semblait être un petit déjeuner correct, mais son taux de sucre à jeun était de 155 mg DL et montait à près de 200 après le repas. Il ne comprenait pas la raison. « Je ne mange ni biscuits ni sucre », disait-il. Alors le docteur a proposé une expérience simple. Demain matin, ne mangez pas de muesli, mais 10 à 12 feuilles d'épinards cuits à la vapeur, rien d'autre. 10 minutes plus tard, votre petit déjeuner habituel. Résultat, sucre à jeun, 98 mg DL. 1 heure après le repas, 124 mg DL. Mikhail fut stupéfait. Il s'exclama « Ce n'est que de l'herbe. Comment cela fonctionne-t-il » Toute l'essence réside dans le fait que les fibres et l'amertume naturelle des épinards ralentissent l'absorption des sucres et améliorent considérablement la sensibilité du corps à l'insuline. Cela agit comme un filtre protecteur avant le petit déjeuner principal. Comment préparer correctement les épinards pour obtenir un tel effet? Pour une bonne préparation des épinards, le docteur recommande de prendre un bouquet de feuilles fraîches, de les laver soigneusement, de les couper en morceaux de la taille d'une paume, de les arroser légèrement d'eau, de les couvrir de film alimentaire et de les placer au micro-ondes pendant 2 minutes. Une autre option est la cuisson à la vapeur. Il est important de ne pas trop cuire les épinards afin de préserver un maximum de vitamines bénéfiques. Si désiré, on peut ajouter un peu d'huile d'olive ou de pâte miso, mais en très petite quantité, pour ne pas annuler l'effet principal. Le docteur Alexei Pavlovitch lui-même commence chaque matin par ce rituel depuis plus de 10 ans. Il admet qu'au début, c'était inhabituel, mais en voyant les mesures stables sur le glucomètre, on s'y habitue vite. Si les épinards ne conviennent pas du tout au goût, on peut essayer du brocoli étuvé ou une salade de feuilles vertes. La condition principale est que ce soit des légumes riches en fibres et contenant un minimum de sucre. Il est formellement interdit de consommer des fruits à jeun. Un autre point extrêmement important sur lequel le docteur attire l'attention. Le pic de sucre matinal n'est pas qu'un simple chiffre sur un appareil. C'est un indicateur qui influence la tension artérielle, la fonction cardiaque et le niveau d'énergie pour toute la journée. Si le taux de glucose est élevé, la personne ressentira de la léthargie, de l'irritabilité et de la faim dès 10 heures du matin. Si en revanche, il est stable, alors la vitalité, le calme et l'absence de pensée sur la nourriture se maintiendront jusqu'au déjeuner. Il est temps de se demander, votre journée commence-t-elle par ce qui vous donne de la force ou, au contraire, par ce qui vous épuise? Un bouquet d'épinards peut changer votre journée et avec une répétition régulière, toute votre vie. Le docteur dit toujours à ses patients, le petit déjeuner n'est pas qu'un simple repas, c'est le fondement de votre santé. Essayez demain matin, au lieu de pain, de porridge ou de yaourt, de manger n'importe quel légume. Que ce soit votre premier pas vers l'amélioration. Le 5e point dangereux n'est même pas un produit distinct, mais toute une catégorie. Les collations sans matière grasse. Cela inclut les yaourts 0%, les biscottes, les galettes de riz, les barres de fruits, les céréales soufflées. À première vue, elles semblent légères, pratiques et saines. Mais en réalité, elles sont la cause d'une faim constante et d'un taux de sucre instable. Il est important de se souvenir, la graisse n'est pas l'ennemi. Elle joue un rôle clé dans le métabolisme, procure une satiété durable, ralentit l'absorption des sucres et aide à maintenir un taux de glucose normal entre les repas principaux. En revanche, les collations sans matière grasse donnent une augmentation d'énergie rapide mais de courte durée, inévitablement suivie d'une chute, et la personne ressent à nouveau l'envie de manger. Le docteur se souvient de sa patiente Svetlana Vassilievna, 68 ans. Son diabète était instable et elle avait décidé de perdre du poids en suivant un régime sans matière grasse. Son menu comprenait du yaourt 0%, des biscottes, des collations fruitées. Cependant, 1 heure après avoir mangé, elle ressentait à nouveau la faim et son taux de sucre oscillait comme un balancier. Elle se plaignait. « J'ai l'impression de bien manger,
mais je ne peux pas m'arrêter. Je craque, je mange trop, puis je m'en veux. Le docteur lui a proposé un schéma simple, ne pas renoncer aux collations, mais les remplacer. Au lieu d'une biscotte, une moitié d'avocat salé. Au lieu d'un yaourt sucré, un œuf dur. Et entre les repas, du thé vert avec une cuillère à café de beurre. Cette boisson est souvent appelée thé par balle. Elle procure une énergie stable pendant 3 à 4 heures, ne provoque pas de pic de sucre et, ce qui est important, réduit l'appétit. Svetlana fut surprise, mais décida d'essayer. 1 mois plus tard, elle revint à la consultation, rayonnante. J'ai l'impression d'être sortie d'un cercle vicieux. La faim a disparu, mon sucre s'est stabilisé et mon poids a commencé à baisser, a-t-elle partagé. Les graisses, surtout les bonnes, contenues dans les noix, le poisson, les œufs, l'avocat, aident le corps à se sentir rassasié et calme. Bien sûr, il est important de ne pas en abuser. Une poignée de noix n'est pas un bol entier. Une moitié d'avocat n'est pas un fruit entier. Mais à dose modérée, cela devient un véritable remède contre la suralimentation. Les collations sans matière grasse sont particulièrement dangereuses pendant la journée, lorsque le taux de sucre n'est plus à son maximum et que la faim s'insinue discrètement. À ce moment-là, les gens s'emparent souvent de ce qui semble le plus léger. Une biscotte, des fruits secs, un yaourt 0%. Et ensuite, ils s'étonnent des problèmes de tension, de l'irritabilité et de l'envie irrésistible de sucrer qui apparaissent le soir. Voici ce que le docteur recommande. Un œuf dur combiné à quelques tranches de concombre. Une poignée de noix non salées, amandes, pignons de pin, noix de cajou. Du thé avec du beurre, si le corps le tolère bien. Une demi-pomme avec une cuillère de purée d'amande ou une moitié d'avocat avec du jus de citron. L'essentiel est que la collation contienne des graisses ou des protéines, et pas seulement des glucides. Si vous remarquez que vous ne pouvez pas tenir jusqu'au prochain repas principal sans collation, cela signifie que le corps manque de soutien stable, et une biscotte sans matière grasse ne vous aidera pas ici. Il faut des graisses, des fibres, une nourriture simple et calme. Le sucre, ce n'est pas seulement le goût sucré, c'est la réaction du corps aux aliments. Les collations sans matière grasse sont une illusion. D'abord, elles semblent légères, mais ensuite, elles déclenchent un cycle de faim et de déséquilibre. Prenez soin de vous. Ne renoncez pas à manger, mais mangez intelligemment. Une collation peut être un médicament ou un piège. Choisissez la première option. Chers amis, nous avons détaillé ensemble 5 produits et habitudes qui peuvent augmenter le taux de sucre dans le sang plus intensément que le sucre raffiné lui-même. Et surtout, vous possédez maintenant les connaissances pour y faire face, sans recourir à des régimes épuisants, sans renoncer à vos plats préférés et sans tomber dans les extrêmes. Permettez-moi de vous rappeler brièvement les points les plus importants. Premièrement, la citrouille rôtie augmente le sucre presque autant que le glucose pur. Remplacez-la par de la citrouille bouillie. Consommez-la après les repas et pas plus de 100 grammes par portion. Deuxièmement, l'ordre des repas a une importance capitale. D'abord les légumes, puis les protéines, et seulement après les glucides. De cette façon, vous protégez votre pancréas et stabilisez votre taux de sucre. Troisièmement, les fruits, même ceux considérés comme sains, peuvent être nocifs. Consommez-les avec modération, pas plus d'une poignée à la fois. Les baies sont un choix idéal. Ne mangez jamais de fruits à jeun. Quatrièmement, les glucides le matin sont une erreur. Commencez votre matinée par des légumes, épinards, brocolis, toute verdure. Cela aide à réduire le sucre et procure une énergie stable pour toute la journée. Cinquièmement, les collations sans matière grasse mènent directement à une faim constante. Le docteur Alexei Pavlovitch souligne que l'ajout de bonnes graisses à l'alimentation, comme les noix, les œufs ou l'avocat, contribue à stabiliser naturellement la glycémie. Il note qu'il n'y a là aucune magie, juste des solutions simples et claires que l'on peut commencer à appliquer dès aujourd'hui. À 78 ans, le docteur n'est pas seulement un médecin, mais aussi une personne qui a elle-même commis des erreurs,
pris des médicaments à pleine main, mais dont le taux de sucre continuait d'augmenter. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à écouter son corps, plutôt que de suivre aveuglément les instructions, que l'amélioration est survenue. Aujourd'hui, il vit sans médicaments, et son objectif principal est de partager ce chemin avec d'autres. Le docteur ne demande pas de le croire sur parole. Il vous invite à essayer, à faire au moins un pas dès demain, à remplacer votre collation habituelle, à commencer votre matinée par des épinards ou à changer l'ordre de vos repas. Il est certain qu'en 3 jours, vous sentirez la différence. Et en 1 mois, vous vous remercierez d'avoir pris ces décisions. Et un autre point important, si vous prenez déjà des médicaments, ne les arrêtez en aucun cas sans consulter un médecin. Cependant, en commençant à changer votre mode de vie, vous pourrez très probablement réduire la dose de médicaments et peut-être même vous en passer complètement. Des milliers de ces patients ont déjà suivi ce chemin. C'était Alexei Pavlovitch, médecin généraliste. Il vous remercie de votre attention et vous invite à prendre soin de vous, en rappelant que la santé ne commence pas avec des pilules, mais avec ce qui se trouve dans votre assiette. À bientôt.